Deux jeunes gens tombent amoureux, ils vont à l'université, envisagent de vivre ensemble, mais soudain, un nuage vient tout obscurcir. Son ex-petite amie, dont il est toujours amoureux, fréquente maintenant son meilleur ami. Il est allé au service de police de l'Université de la Floride et a signalé la disparition de son ami. My name is Carlos Aguilar, and I'm the parent of Christian Aguilar. J'ai tout de suite su qu'il s'était passé quelque chose. Il voulait utiliser son iPhone comme alibi. See if we can locate Christian and figure out where he may have been. Please. Quand on assemble tous les éléments du puzzle, on voit tout de suite que ça finira mal. See if you can make 1025 with a Christian Aguilar and have him make 1025 with us if he does. Christian était un cadeau. Un cadeau du ciel. Il avait été un enfant facile, très affectueux et très attentionné. Il avait peu d'amis, mais il les choisissait soigneusement. Un petit cercle d'intimes. Il a grandi ici, à Miami. D'après les membres de sa famille, Christian Aguilar a toujours rêvé d'aller à l'Université de la Floride. Son rêve se réalise à l'automne 2012 lorsqu'il y est accepté. Il déménage alors à Gainesville. C'était son premier choix. Il a sauté de joie quand il a su qu'il était accepté. On l'a aidé à déménager à Gainesville. Deux amis de l'école secondaire de Christian l'accompagnent dans cette nouvelle ville, Erica Freeman et Pedro Bravo. Christian, Erica et Pedro étaient des jeunes gens très intelligents. Ils avaient un bel avenir devant eux. Ils venaient d'un milieu familial aisé. Ils avaient reçu une bonne éducation, ils avaient fréquenté les meilleures écoles privées et ils étaient amis. Erica faisait partie du groupe d'études de Christian. Elle était très populaire à l'école. C'était la présidente de plusieurs comités scolaires. Pedro et Erica Freeman se sont fréquentés pendant quelques années au secondaire. Parallèlement, ils étaient très amis avec Christian. À l'époque où Erica fréquentait Pedro, ils avaient l'habitude de venir à la maison en sortant de l'école. Quand je rentrais, il y avait une foule d'adolescents qui faisaient la fête chez moi. Et j'adorais ça. Pedro faisait partie de ce groupe, mais je ne l'ai pas vu souvent, beaucoup moins que les autres. À la fin de leur dernière année au secondaire, Pedro et Erica se sont séparés. C'était à l'initiative d'Erica et Pedro ne l'a pas digéré. Elle a décidé que c'était terminé. Ils avaient passé leur secondaire ensemble, mais leur relation n'avait pas d'avenir. C'était fini. Mais Pedro Bravo n'était pas d'accord. C'était à lui de décider quand c'était terminé. Ce type a dit « Je vais m'accrocher ». Pedro Bravo a été accepté dans une école de Miami et il a même reçu une bourse. Donc, il n'avait pas le choix de rester à Miami. Christian a été accepté à l'Université de la Floride et il a déménagé en même temps que Erica. Pedro et Erica Freeman s'étaient fréquentés dans le passé. Mais à l'université, Erica a jeté son dévolu sur Christian Aguilar. Pedro regarde la vie de Christian et c'est celle qu'il voulait avoir. Christian mène la vie dont Pedro a toujours rêvé. La situation dérangeait beaucoup Pedro. Il avait appris que Christian et son ex-petite amie, dont il était toujours amoureux, se fréquentaient. Son meilleur ami sortait avec son ex-petite amie
et il ne le supportait pas. La jalousie est probablement le plus destructeur des sentiments humains qui s'empare de l'esprit. Ses projets et son amour pour Erica, dans un autre contexte, auraient pu être considérés comme flatteurs. Mais dans ce cas-ci, c'est devenu une obsession toxique et inquiétante. Le jour où les cours à l'Université internationale de la Floride à Miami ont commencé, Pedro a décidé à la dernière minute qu'il n'irait pas à cette école et qu'il irait plutôt au collège Santa Fe à Gainesville. C'est très significatif. Son obsession pour Erica prend le contrôle de toute sa vie. Il avait obtenu une bourse d'études et il la refuse. Non seulement il la refuse, mais que fait-il? Il décide de déménager à Gainesville, là où sont Erica et Christian. Et pourquoi il déménage? Parce que dans son esprit tordu, il pense pouvoir la convaincre de revenir avec lui. Elle a appris qu'il était à Gainesville. Elle a été surprise d'apprendre qu'il s'était inscrit comme étudiant libre au collège Santa Fe. Salut, me voilà. Leave me alone. Ça a été un choc pour elle. Elle croyait avoir enfin réussi à se débarrasser de cette sangsue. D'accord? C'était terminé entre eux et elle croyait qu'il l'avait compris. Mais tout à coup, il était de retour. Erica. Pedro, what are you doing here? Il y a eu plusieurs conversations entre Pedro et Erica. Elle lui a dit qu'elle était passée à autre chose et qu'il devait faire de même. Pedro et Christian avaient prévu se voir la veille, le jeudi 20 septembre. Ils devaient discuter de choses personnelles. Donc, Pedro est à Gainesville. Il renoue avec Christian. Ils vont au magasin pour s'acheter des CD, puis plus rien. Plus personne ne reverra Christian. He was with me, and then we got into an argument, and he wanted to get out of the car, so I dropped him off around 441 by where by a park. Pedro a raconté qu'il traversait une période dépressive et qu'il avait des pensées suicidaires. Il voulait parler de ses problèmes avec son ami. Last name is Bravo, right? B-R-A-V-O. Let's see if we can locate Christian or figure out where he may have been. Please. I called him up and he agreed to meet me Thursday at 2 because I've been going through a very rough time because I've been contemplating suicide and I almost attempted at one point. And I wanted to talk to him because I know he'd be one of the people that would really help me out. Si vous êtes policier, si quelqu'un a disparu et que son ami vient vous dire « je ne sais pas où il est », vous avez toutes les raisons de croire que la personne est encore en vie. Elle pourrait être blessée dans un fossé en train d'appeler à l'aide. On se retrouve donc dans un triangle amoureux où deux des protagonistes ne comprennent pas à quel point le troisième est impliqué. En déménageant à Gainesville, Erica croyait pouvoir commencer un nouveau chapitre de sa vie. Apparemment, ça ne faisait pas l'affaire de Pedro. Il s'est inscrit comme étudiant libre au collège communautaire, uniquement pour être près d'elle et avec elle. La disparition de Christian Aguilar est signalée à la police de l'Université de la Floride le lendemain du jour où il a vu son ami Pedro pour la dernière fois. Erica a tenté de joindre Christian toute la nuit et toute la matinée, sans succès. Elle a appelé Pedro chez lui, sachant qu'il avait vu Christian la veille, pour lui demander de la rejoindre au poste de police afin de signaler sa disparition.
My name is Pedro Bravo. Are you a student here? No, I'm a student at Santa Fe. I don't know where he is right now. So he's not answering his phone. Okay. Ma femme a reçu un appel de Erica, la petite amie de Christian à l'époque. Elle m'a tout de suite appelé pour me dire que notre fils ne répondait plus à son téléphone. Erica lui avait dit qu'il n'avait pas dormi dans sa chambre. J'ai tout de suite su qu'il s'était passé quelque chose. Christian et son père étaient très proches. Ils se parlaient au téléphone chaque jour. Ils s'envoyaient des textos et des courriels. Ils sortaient ensemble. C'était plus qu'une simple relation père-fils. Ils avaient un lien très fort. On est toujours resté en contact. Une des conditions que je lui ai imposées s'il voulait aller à Gainesville, c'était qu'il reste en contact avec nous. La famille avait toujours été importante pour nous. Il fallait entretenir ce lien et continuer à se parler. Carlos et Christian avaient un lien très fort. Ils s'appelaient au téléphone, ils se textaient et ils s'envoyaient des courriels tous les jours. Donc, quand Carlos a arrêté d'avoir des nouvelles de son fils après sa disparition, il a tout de suite su. Il a su. Il a su parce que son fils l'aurait appelé pour lui dire « Papa, quelque chose ne va pas ». Donc, quand il n'a plus eu de ses nouvelles, il a su instinctivement qu'il ne le reverrait plus jamais. Et ça l'a anéanti. Plus jeune, Christian ne dormait jamais ailleurs qu'à la maison. Il ne dormait même pas chez d'autres membres de la famille. Il aimait dormir dans son lit, et quel que soit l'endroit où il allait, il revenait toujours dormir dans son lit. Donc je savais qu'il s'était passé quelque chose. Je me suis donc immédiatement rendu à Gainesville. We have an officer that's coming there to do a well-being check on a student. Okay. Can you have an RA to meet him there, please? Because we need to get into this kid's room. It's an emergency. On a hérité de cette affaire parce qu'elle concernait l'Université de la Floride. Un étudiant avait disparu. J'étais enquêteur à l'époque. J'étais sergent. Et c'est moi qui ai reçu M. Bravo en premier, lorsqu'il est venu signaler la disparition de son ami Christian Aguilar en compagnie de la petite amie de ce dernier. If he's missing and he doesn't come back, I'd really like someone to talk to at least find a way to get through this or find a way to get over this. Comme dans la célèbre scène de l'interrogatoire du film Suspect de convenance, où le témoin est en fait le coupable, les policiers de l'Université de la Floride doivent évaluer s'ils font face à la même situation. Il y avait quelque chose d'étrange chez ce Pedro Bravo. De prime abord, il m'a paru nerveux. Je me suis présenté et je lui ai demandé de me suivre dans la salle des interrogatoires pour essayer de localiser l'endroit où Christian pouvait être. Il semblait agité et nerveux. Someone doesn't just vanish for this long and doesn't show any sign of like being somewhere. At this point, something's happened. Il m'a raconté quelques bribes de son histoire. Il a dit qu'il avait des pensées suicidaires et qu'il avait voulu en parler avec son vieil ami du secondaire. I told him, things have just been really rough. Il s'était donc donné rendez-vous sur le campus de l'Université de la Floride le jeudi après-midi. Selon ce que Pedro m'a raconté, ils étaient allés dans un restaurant pour se prendre quelque chose à manger ou service à l'auto, puis ils étaient allés acheter des CD. Ensuite, ils avaient roulé dans les environs de Gainesville pour discuter de certains problèmes d'ordre personnel. We got in the car and then we drove around because I like driving around and talking to someone.
J'ai appelé le service de police de Gainesville pour signaler la disparition de mon fils. Je voulais savoir s'il pouvait aller vérifier s'il était dans sa chambre. My name is Carlos Aguilar, and I'm the parent of Christian Aguilar. Where was he last seen? The last time that I spoke to him was at 3:42 p.m. Yesterday, he sent me a text message saying that, that he did something for me, and that's it. That's the last time that I heard from him. But his girlfriend has been trying to contact him since yesterday. La personne au téléphone m'a dit « Attendez un peu, quelqu'un vient d'arriver et il veut lui aussi signaler sa disparition. Je pensais que c'était Erica, mais non, c'était Pedro. » One of his friends are here right now reporting it also. Her name is Erica, the one that is there? No, this is a male friend of his. What's his name? Immédiatement, j'ai trouvé ça louche. Soudain, Pedro m'a dit que pendant qu'il roulait en direction nord, sur la 34e rue, et qu'ils discutaient de ses problèmes personnels, ils ont décidé, sur un coup de tête, de faire monter un autostoppeur. At that point, we saw a hitchhiker, just a random guy. He gets inside the back seat of the car. It's me and Chris are in the front seat, and he's a really nice guy. Like, there's nothing wrong about him. Like he doesn't seem like one of those people you should be concerned about. He doesn't seem odd. Pedro a décrit l'autostoppeur qu'ils avaient fait monter de manière extrêmement détaillée. Il l'a décrit de la tête aux pieds. He had like a big white beard with like not a very big white beard, but like a white beard, and it had like a little bit of blonde. Like it looks like it was fading out. And he had a little cowboy hat with him. La couleur de ses cheveux, la barbe, le chapeau qu'il portait, ses chaussettes remontées jusqu'aux genoux. On dirait la description d'un personnage de bande dessinée qu'il aurait vu quelque part. Voilà qu'il donne une deuxième version de ce qui aurait pu arriver. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il ajoute volontairement un suspect dans cette histoire. Il se sert de ce deuxième suspect pour tenter de détourner les soupçons. He said he came all the way from New York State to get married with this girl here in Gainesville, but he caught her cheating. Like once he saw her, he said I caught her in her panties with beer and this guy. Ensuite, ils ont déposé l'autostoppeur et Pedro a recommencé à parler de ses difficultés d'adaptation, de ses idées noires, et d'après ses dires, ils ont fini par se disputer. The argument was about me killing myself. I said, you don't understand what I'm going through. And he's like, I think I understand what I'm going through. And I got really frustrated. I don't think you understand because this isn't like your little love game with that girl. You just pulled the car over to the side of the road? Pretty much. And you don't remember what was nearby there? Not really. Ils se sont disputés et Christian a voulu sortir du véhicule. Pedro s'est arrêté et il a laissé Christian sortir. C'est comme ça que ça s'est terminé, mais Pedro ne se rappelait pas exactement où ils étaient à ce moment-là. Pedro Bravo maintient qu'il n'a pas revu Christian Aguilar depuis qu'il l'a laissé quelque part au sud de Gainesville. Selon ses dires, après le départ de Christian, il s'est arrêté à un restaurant avant de retourner à sa résidence étudiante. Pedro affirme qu'il est sûr que ses relevés téléphoniques et ses reçus vont corroborer ses propos. À 18h30, le lendemain de la disparition de Christian Aguilar, les membres de sa famille tentent désespérément d'en savoir davantage. En route vers Gainesville, le père de Christian réussit enfin à parler à Erica et à Pedro. J'ai appelé Erica et je lui ai demandé si elle avait le numéro de Pedro. Elle m'a répondu « Non, mais je suis ici avec lui. Je l'ai accompagné au poste de police. » Alors je lui ai dit « Demande-lui de m'appeler. » On a parlé et il m'a raconté leur dispute. Je lui ai dit « D'accord, Pedro, est-ce que tu me dis la vérité ?» Il a répondu « Oui ». Je lui ai demandé si mon fils allait bien et il a dit « Monsieur Aguilar, je dois vous dire quelque chose. Je ne vous ai pas dit toute la vérité. La dispute a dégénéré et j'ai frappé Christian assez fort. »
Pedro Bravo ayant changé sa version des faits, ses interlocuteurs commencent à se demander si son béguin pour Erica ne se serait pas transformé en obsession morbide. Après avoir parlé avec M. Aguilar, Pedro Bravo modifie sensiblement le récit de la dispute qu'il a eue avec son fils Christian. The thing I wanted to tell you because I like it's gonna, if I don't tell you, it's just gonna eat me up inside, and at one point it's just gonna come back and bite me in the ass, I guess. I stopped the car myself, and I turned around and I just punched him in the face. Pedro a révélé que lui et Christian ne s'étaient pas seulement disputés avant que Christian sorte de l'auto. Ça n'avait pas été qu'un affrontement verbal. Pedro a avoué avoir frappé Christian Aguilar et l'avoir forcé à sortir de l'auto. On est alors devenu très inquiet pour la sécurité et le bien-être de Christian. And I looked at him, I'm like, get out, and he's like, fine. And he opened the door to the side of the car and just got out. Il laisse planer l'espoir de retrouver Christian vivant. On a donc Pedro Bravo et son histoire. Oui, à première vue, elle peut sembler logique. Il affirme qu'il parlait à Christian et que celui-ci l'écoutait. Il lui a dit qu'il était suicidaire, qu'il n'avait plus le goût de vivre. Christian a essayé de l'aider, puis soudainement, ils se sont disputés. Et il a dit à Christian de partir. Il est parti. Il ne l'a pas revu depuis. Pedro s'en est tenu à son histoire. On s'est vite rendu compte qu'il était plutôt évasif, qu'il nous racontait une histoire très détaillée, mais qu'il omettait plusieurs informations et plusieurs faits. L'histoire de Pedro Bravo est de plus en plus complexe. Et il continue d'en rajouter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi se donne-t-il un rôle si important? C'est du pur narcissisme. Près de 24 heures après la disparition de Christian Aguilar, la communauté, à la suite des révélations selon lesquelles Pedro Bravo aurait abandonné Christian blessé mais en vie, se lance dans une vaste opération de recherche. Les recherches pour retrouver Christian n'ont pas commencé le premier jour. Comme je l'ai dit, les deux amis se sont vus le jeudi 20 septembre et Pedro est venu signaler la disparition de Christian au poste de police en fin de matinée le vendredi 21 septembre. I got a couple tags I need the RO. Okay, good. Alpha, Romeo, Zulu, India, 9, Sierra. I'm sorry, the last is not Sierra, it's 5. I can't read my own handwriting. Okay, that's all right. It happens to me all the time. Let's see. BMW. That one comes, yep, back on a black BMW to a Christian. Oh! Yes. That's the guy we're looking for. On est allé aux environs de Gainesville, à l'endroit où Pedro prétendait avoir laissé Christian après l'avoir frappé. On a fouillé le périmètre pendant environ 2h30 et on n'a trouvé aucun indice de la présence de Christian à cet endroit, ni le moindre signe de lutte. Quelques jours après la disparition de Christian, la communauté de Gainesville se joint à Carlos, son père, pour tenter de le retrouver. Des gens que je ne connaissais pas, des gens de confessions différentes, sont venus m'aider. Je crois que c'est le même Dieu pour tout le monde, parce que tout le monde a réagi de la même façon. Ils ont fait preuve de compassion. Ils ne ménageaient aucun effort pour retrouver Christian. Il y a eu cette immense battue. Des membres de la famille, des amis, Erica, se sont lancés à la recherche de Christian. Ils l'imaginaient dans un fossé en train d'appeler à l'aide. Plusieurs agences ont offert leurs services bénévolement. Des chiens pisteurs, des chiens de sauvetage et des policiers à cheval se sont joints en recherche pour trouver Christian. La famille de Christian Aguilar, la communauté de l'Université de la Floride. L'espoir fait vivre. Alors ils ont continué à mener leurs recherches, à quadriller des quartiers entiers,
et à chercher le moindre signe de vie. Et la triste réalité, c'est que Pedro Bravo regardait tout ça en jubilant. Après que Pedro a admis qu'il avait eu une altercation physique avec Christian, l'enquêteur Roberts l'a regardé et il lui a dit « On sait tous les deux que Christian ne reviendra pas, n'est-ce pas ?» Pedro, what really happened to Christian? We know that he's not coming back, okay? I know he's not coming back. You know he's not coming back. No, you need to tell the truth. La réaction de Pedro a été très subtile. Il n'a rien dit. Il n'a pas répondu à la question, mais il a hoché la tête très lentement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la jalousie et la colère s'emparent d'un esprit narcissique, elles l'emportent sur la raison. La personne ne peut plus raisonner, elle devient irrationnelle. Et qu'est-ce qui arrive quand on n'écoute pas la raison? On se crée notre propre raison. Je crois que l'enquêteur Roberts et moi-même savions alors qu'on ne reverrait jamais Christian Aguilar vivant. On ne savait pas si c'était un meurtre prémédité ou plutôt une bagarre spontanée qui avait dégénéré. Est-ce que Pedro Bravo s'était débarrassé du corps de Christian? Ou avait-il abandonné Christian quelque part, grièvement blessé? Je crois que c'est le 8e jour que les policiers sont venus m'annoncer qu'ils ne traitaient plus l'affaire comme une disparition, mais plutôt comme un homicide, et que Pedro allait être accusé de meurtre au 1er degré. Je n'ai pas compris. C'est là qu'ils m'ont dit qu'ils remplaçaient les chiens pisteurs par des chiens détecteurs de cadavres. On commençait à se dire qu'on ne retrouverait sûrement pas Christian vivant. S'il avait été blessé, quelqu'un l'aurait vu ou il aurait pu aller chercher de l'aide. Donc je crois qu'à ce moment-là, notre idée était faite. Christian manque à l'appel depuis 8 jours et les enquêteurs soupçonnent maintenant Pedro Bravo de meurtre. Ils pensent aussi que Pedro leur a caché sa véritable personnalité. C'est un scénario semblable à celui du grand classique Psychose, dans lequel un gérant d'hôtel affable, d'abord témoin clé dans une affaire de disparition, s'avère être le meurtrier. Les gens narcissiques comme Pedro ne peuvent pas berner les autres éternellement. Un jour, ils sont démasqués. Les policiers de Gainesville perquisitionnent la chambre de Pedro Bravo ainsi que sa voiture. Ils trouvent des reçus qui leur permettent de reconstituer la chronologie probable des événements au cours desquels Pedro aurait tué son ami et disposé de son corps. On peut porter des accusations de meurtre même sans cadavre, si les preuves circonstancielles sont assez solides pour que, même si le corps est introuvable ou qu'il n'a toujours pas été localisé, elles confirment que l'individu est mort. I just can't do this anymore. Le cas de Pedro est vraiment, quand on s'y attarde, l'exemple parfait de l'obsession pure. Pedro Bravo a ce regard froid, typique des vrais psychopathes. C'est le genre de type qu'on ne veut pas croiser sur son chemin. Un type dont on ne veut pas attiser la jalousie. Un type habité par une rage intense qu'on ne veut surtout pas provoquer. Je crois que Pedro se disait « Je vais aller au poste de police avec mon ex-petit ami pour signaler la disparition de Christian. » Il pensait qu'après avoir parlé aux policiers, il pourrait s'en aller. Il avait préparé cette histoire d'autostoppeur qui, dans son esprit, allait détourner les soupçons des policiers, allait leur faire croire que c'était l'autostoppeur qui avait fait quelque chose à Christian une fois sorti du véhicule. Les vrais psychopathes narcissiques croient que le monde leur appartient. Ils dégagent une énergie purement diabolique.
Je peux les repérer à 1 kilomètre à la ronde. Au restaurant, je peux reconnaître un psychopathe si j'en vois un. Donc, un policier qui s'assoit et qui discute avec Pedro Bravo, c'est immédiatement que c'est lui, le tueur. Pourquoi? Parce que c'est écrit sur son front. Hello, I'm Sergeant Wilder. Pedro n'avait absolument aucun remords. So when was the last time you saw Christian? Il ne s'inquiétait pas du tout de la disparition de son meilleur ami. Ça ne l'angoissait pas. Ça ne le troublait pas. Les seules émotions qu'il laissait transparaître étaient fausses. Je ne pense pas avoir vu chez lui l'ombre d'une émotion réelle. On est tous allés à l'école secondaire et on a tous eu des amis. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse avoir grandi avec quelqu'un, être allé à l'école avec lui et avoir fait la fête avec lui pour ensuite devenir obsédé par l'idée de le tuer. Il faut un état d'esprit particulier, un esprit tordu, malade. Une rage pathologique devait bouillonner dans l'esprit de Pedro Bravo. Pendant que Pedro Bravo est en détention, des médias locaux rapportent que 2 chasseurs ont fait une macabre découverte sur un terrain de chasse privé situé à 1 heure au sud-ouest de Gainesville. J'étais en route vers le site des recherches ce soir-là. Je me dirigeais vers le secteur qu'on devait fouiller quand j'ai reçu un appel d'un journaliste. Il m'a demandé comment je me sentais à la suite de la découverte d'un corps dans le comté de Levy, dont la description correspondait à celle de mon fils. Je lui ai répondu, mais de quoi parlez-vous? Pouvez-vous le croire? Il s'en allait rejoindre l'équipe de recherche. Le corps a été trouvé sur un terrain de chasse privé dans le comté de Levy, près de Siriki, beaucoup plus à l'ouest. Ce sont 2 chasseurs qui allaient installer leur piège tôt ce matin-là qui l'ont trouvé. Les restes de Christian étaient dans une fosse de moins de 1 mètre de profondeur et des animaux sauvages avaient réussi à les déterrer. Les enquêteurs et les procureurs se sont rendus sur place pour récupérer les restes. À notre arrivée, ils n'ont pas voulu nous laisser approcher de la fosse. Ma femme et mon fils voulaient aller voir ce qu'il restait de Christian, mais j'ai pris la décision de les en empêcher. Je voulais qu'ils gardent le souvenir de Christian vivant, et non comme il avait été découvert, en état de décomposition. Carlos, le père de Christian, regarde tout ça et il se dit « Mon fils a été tué. Il m'a été enlevé pour une fille que ce maniaque, que ce psychopathe, n'avait aucune chance de séduire de toute façon. » Ça a été une période très difficile. Il y a eu des moments où on a failli craquer, où on a vraiment touché le fond. Je crois que la famille de Pedro, que Pedro et tous ses semblables ne peuvent même pas comprendre à quel point ils peuvent détruire une famille en commettant de tels actes. Même de bonnes personnes peuvent vivre des drames. Et c'est ce qui est arrivé à notre famille. On était une famille très heureuse. On n'était pas riches, on était une famille ouvrière normale. Mais un jour, notre bulle de bonheur a éclaté à cause d'un individu qui a décidé de faire du mal à quelqu'un qui n'avait rien fait de mal. Après avoir retrouvé les restes de Christian, les policiers croient avoir tous les éléments de preuve en main. Cependant, Pedro Bravo leur réserve une surprise. Il leur présente le témoin de tous ses déplacements le soir du meurtre pour lequel il se dit innocent, son iPhone. Cette affaire a été surnommée l'affaire du iPhone. Les téléphones émettent constamment un signal qui permet de suivre vos déplacements à la trace. Le téléphone de Pedro Bravo a émis des signaux à des endroits qui prouvent qu'il ne s'est jamais trouvé près de la scène de crime. Le reste de la preuve, les résultats des analyses médico-légales, bref, tout ce qui se rapportait au reste de Christian Aguilar ne serait pas révélé avant des semaines ou des mois. Si les données cellulaires du iPhone corroborent l'alibi de Pedro Bravo, il pourrait alors être libéré.
C'est un miracle que ces deux hommes soient passés par là. Ils étaient à la chasse et ils ont vu ce qu'ils croyaient être les restes d'un cerf. Ils ont voulu récupérer ces bois et ils ont trouvé mon fils. Quand les restes de Christian sont découverts, son ami Pedro Bravo est déjà en prison et déjà accusé de meurtre. L'hypothèse des procureurs est que Pedro était obsédé par son ex-petite amie, Erica Freeman, une obsession aveugle qui n'est pas sans rappeler l'intrigue du film Liaison fatale. Cette jalousie, née d'une obsession issue d'un triangle amoureux, est le sentiment le plus destructeur de l'esprit humain. Et si en plus, elle apparaît chez quelqu'un qui souffre déjà de troubles mentaux, qui sait ce qui peut arriver? Un tourbillon de violence s'empare alors de cette personne et la pousse à commettre l'irréparable. Ce jeune homme n'aimait personne, sauf lui-même. Plus l'enquête progressait, plus les preuves s'accumulaient, et plus on en savait sur ce qui s'était réellement passé, à notre avis, entre Pedro Bravo et Christian Aguilar. On a obtenu un mandat d'urgence afin de consulter ses relevés téléphoniques. Et on a remarqué beaucoup de différences entre les endroits et les heures où Pedro prétendait s'être trouvé avec Christian, dans les alentours de Gainesville, et l'information contenue dans les relevés. Ça ne correspondait pas aux endroits où les stations cellulaires avaient capté le signal de son téléphone. Il croyait qu'avec son téléphone, il pourrait prouver qu'il ne s'était jamais trouvé près de la scène de crime. À certains moments, pendant que Pedro conduisait, il fermait son téléphone ou il le mettait en mode avion pour éviter que son signal soit capté par les stations cellulaires et qu'on puisse reconstituer ses déplacements. On sait exactement à quelle heure il se trouvait à l'ouest de l'autoroute I-75, puisque c'est là qu'il a mis son téléphone en mode avion. On sait qu'il est retourné au McDonald's de la route Archer, tout près de l'autoroute, pratiquement au même endroit où il avait mis son téléphone en mode avion. Donc à Gainesville, il a commandé un Big Mac et une boisson gazeuse au McDonald's, et le reçu qu'on a trouvé dans sa voiture indique qu'il était minuit 54. Donc, on sait qu'il était en ville. Et quelques minutes plus tard, il a désactivé le mode avion de son téléphone alors qu'il se trouvait tout près de son appartement. Il y a de fortes probabilités qu'il ait eu le temps de se rendre dans le comté de Levy pour enterrer le corps. On sait exactement combien de temps il faut pour se rendre à cet endroit. Il a roulé pendant environ 8 km dans le camp de chasse. Il a enterré le corps, il a refait les 8 km en sens inverse, puis il est rentré à Gainesville. Il a activé le mode avion à l'ouest de l'autoroute I-75. Donc, il nous a été impossible d'utiliser les données des stations cellulaires. On a dû se pencher sur les renseignements stockés dans son iPhone. L'appareil avait enregistré toutes les applications qu'il avait utilisées, les applications fermées, ainsi que le niveau d'énergie de la pile. La fonction lampe de poche n'est pas une application tierce. On n'a pas besoin de la télécharger et de l'installer sur le iPhone. Parce qu'elle est intégrée à l'appareil, le téléphone ne garde pas en mémoire les traces de son activité pour nous dire à quel moment la lampe de poche a été utilisée. Voilà pourquoi c'est la consommation énergétique du téléphone qui nous a tout révélé. Les procureurs ont donc eu recours au iPhone de Pedro Bravo et à son utilisation de la fonction lampe de poche pour déterminer ses allées et venues. Sur les iPhones d'Apple, ou du moins sur le sien, je crois qu'il avait un iPhone 4, si je me souviens bien. On ne peut pas savoir pendant combien de temps la lampe de poche a été utilisée. Les techniciens judiciaires ont donc dû s'en remettre à l'utilisation de la pile.
Son téléphone était en mode avion à ce moment-là. Donc il n'émettait aucun signal. Pedro ne téléchargeait aucune donnée, il ne faisait pas d'appel et il n'allait pas sur Internet. Il ne faisait rien de ce qui normalement est associé à l'utilisation de la pile. On a démontré que pendant qu'il enterrait le corps de Christian Aguilar, dans le comté de Levy, sa pile avait fourni beaucoup d'énergie dans un court laps de temps. La seule chose qui pouvait expliquer que la pile se soit déchargée aussi rapidement en mode avion, c'était la fonction lampe de poche. Il avait été obligé de s'en servir parce que, comme il était sur un terrain de chasse privé, il ne pouvait pas allumer les phares de son auto et prendre le risque d'attirer l'attention des chasseurs ou des gens des environs. Ça a conforté ma conviction que Pedro Bravo était responsable de la mort de Christian Aguilar. Pedro se fichait de Christian, Pedro ne se préoccupait que de lui-même. Ça ne m'étonne pas qu'il n'ait jamais avoué, et je ne crois pas qu'il le fasse un jour. Grâce à la preuve fournie par le iPhone de Pedro Bravo, les policiers possèdent tous les éléments requis pour consolider leur hypothèse. La perquisition de la chambre de Pedro leur permet également de mettre la main sur des reçus qui permettent de reconstituer son parcours. Les reçus les ont menés à un magasin Home Depot, où ils ont pu visionner une vidéo montrant Pedro en train d'acheter un contenant d'insecticides et une pelle. Ensuite, ça les a menés à un magasin Walmart, où il a été filmé en train d'acheter du Gatorade, du ruban à conduit et des somnifères. Pedro l'a empoisonné. Il a mis des somnifères dans une boisson qu'il lui a donnée pour l'endormir. Puis il l'a étranglé. Il a pu le regarder dans les yeux et lui dire « Tu n'auras jamais ma petite amie. Tu vas mourir. » Son intention, c'était que Christian ressente ce qu'il avait ressenti, qu'il ressente la même chose que lui quand il avait perdu Erica. Il avait manifestement une intention, et il a commis un acte prémédité. Il a nourri ses idées noires pendant très longtemps. Puis il est passé à l'acte. C'était une rage aveugle, une éruption volcanique de rage. Il était dans une autre dimension, une zone destructrice. Il était prêt à tuer et il n'arrivait plus à maîtriser ses pulsions meurtrières. Le vendredi 15 août 2014, l'État de la Floride déclare Pedro Bravo coupable de 7 chefs d'accusation liés à la mort de Christian Aguilar. C'est une tragédie à tout point de vue. Pour Erica, pour Christian, pour Carlos, c'est une tragédie. Ils ne pourront jamais s'en remettre. Jamais. Je n'ai pas envie d'aller voir Pedro pour lui demander « Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi mon fils? Pourquoi? Tu étais le petit ami de Erica et tu disais que c'est toi qui avais mis fin à la relation. Tu disais à tout le monde que tu allais bien. Tu disais « Une de perdue, 10 de retrouvée ». Il se vantait à ses amis de la façon dont il avait rompu. Mais en fait, il a manipulé tout le monde. En Floride, la prison à vie, c'est la prison à vie. Ce qui signifie que vous allez mourir en prison. Vous n'en sortirez que dans un sac mortuaire. C'est ça, la prison à vie en Floride. Les libérations conditionnelles et anticipées ont été abolies. C'est donc la peine que la loi prévoit pour les meurtres au premier degré.